Donc, nous accueillons aujourd'hui Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal pour ce livre-là, que je montre là bien, voilà. La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France, livre paru il y a 2 ans, en 2019, et qui est plus que jamais d'actualité, qui va, je crois d'ailleurs, le livre va être réactualisé et republié, n'est-ce pas? C'est en projet C'est en projet. pour la prochaine campagne présidentielle. Oui. Ah oui, d'accord. Ce qui semble une très bonne idée. Donc, Jonathan Ayoun, on vous connaît au moins de nom parce que vous avez été président de l'UEJF il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Voilà, vous avez été président de l'UEJF, vous êtes documentariste et réalisateur du film Sauver Auschwitz, point d'interrogation, et d'autres documentaires dont vous venez de parler. Et vous êtes également désormais auteur. Ah oui, si, vous avez également écrit un livre sur De Gaulle, n'est-ce pas? Je vous laisse juste nous rappeler le titre. Les adieux au général, c'était les adieux au général, c'est sur la mort du général de Gaulle et qu'il est sorti eh bien, au mois de novembre dernier, chez Robert Laffont. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. Judith Cohen-Solal, vous êtes psychologue psychanalyste et conceptrice de l'association Coexiste, une pédagogie contre le racisme et l'antisémitisme en milieu scolaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ignorais avant de vous lire, en tous les cas. Et donc Coexiste est une association, n'est-ce pas, et qui œuvre pour pas un rapprochement, mais pour combattre aussi l'ignorance peut-être qui existe auprès des jeunes sur non, les différentes religions. Non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'il y a deux. Il y a deux coexistent. Non, il y a un coexister qui n'est pas à confondre avec coexiste. Voilà. Donc, coexister est une association un peu particulière, donc qui a plus ou moins été décriée. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. Et vous, alors, c'est coexiste? Alors, coexiste, d'ailleurs, qui préexistait à coexister. Mais ça, c'est un module. Alors, moi, j'ai conçu un module d'intervention dans les classes de 3e, seconde, première. Et donc, pendant 2 heures, c'est un module qui permet de lutter contre les préjugés et les stéréotypes racistes, antisémites, homophobes. Et qui est, c'est une pédagogie qui déconstruit, parce que le mot est très à la mode, mais en fait, là, c'est une pédagogie qui déconstruit réellement, qui prend les élèves avec des associations de mots et qui permet aux élèves, on le permet de faire émerger les associations en fait qui existent justement dans la tête de chacun. Et à partir de là, on va déconstruire ces associations pour leur montrer ou pour qu'en fait ils réalisent, ils se rendent compte qu'il y a là des préjugés antisémites, parfois c'est même un peu plus que des préjugés racistes ou homophobes, et on va travailler là-dessus. Voilà, et ça fait ça fait plus de 15 ans que ça existe. Ah oui. D'accord. Donc, vous êtes sur le terrain depuis plus de 15 ans. Alors, moi, je forme les gens qui vont intervenir, puisqu'en fait, il y a des centaines d'interventions. D'ailleurs, je crois que cette année, il y a eu un début à Strasbourg et ça va se concrétiser encore plus l'année prochaine, puisque c'est chaque académie qui demande qu'on intervienne. À vrai dire, il n'y a pas assez d'intervenants, mais c'est par rapport aux demandes. Mais en tout cas, voilà, moi, je continue à assurer la formation de tous les gens qui interviennent, qui sont des gens des 3 associations, la FAGE, qui est une grosse association étudiante, l'Union des étudiants juifs de France et SOS Racisme. Voilà, donc ils interviennent toujours. Écoutez, c'est très intéressant et je pense que vous n'avez pas fini de... Enfin, il y a du travail, quoi. Et vous le faites dans toute la France, donc? Oui. Et votre interlocuteur, c'est les académies? Voilà, ce sont les académies ou alors les établissements directement. Il y a une association qui existe, qui est dirigée avec des chargés de mission. Et justement, Olivier Samuel, je crois, qui est donc à Strasbourg, du consistoire. Voilà. D'accord. A contacté l'association pour justement multiplier la coopération et faire en sorte qu'il y ait plus d'interventions que le pilote qu'on a fait. Parce qu'en fait, les gens sont essentiellement parisiens et ils vont faire des semaines d'intervention. Alors, à Paris, c'est un peu toute l'année. Et dans les régions, il y a des semaines d'intervention. Donc, à Marseille, au Havre. D'accord. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Là, j'apprends quelque chose et c'est intéressant et certainement très utile. Et donc, ce livre est votre premier livre, alors, Judith Cohen-Solal? Oui.
Ok. Alors voilà, revenons-en donc. J'avais écrit justement sur la pédagogie de Coexiste, mais c'est Ok. aux éditions INGEP. Mais sinon, Ok. c'est le premier bouquin. Oui, d'ailleurs, je rappelle que ce livre est paru aux éditions Grasset. Voilà. Donc, votre livre est complètement d'actualité, encore plus que jamais, puisque comment dire, l'histoire change. Enfin, là, on n'arrête pas de changer, hein, puisqu'il y a encore une semaine ou quelques jours, on avait très très peur vraiment d'une flambée dans ces élections intermédiaires qui ont eu lieu hier. On pensait donc que le Front National serait très très haut et menaçait beaucoup de grandes régions. Et la bonne surprise de ces élections d'hier, qui ont eu lieu hier, c'est que bon, le Front National est toujours largement présent, mais il est quand même en net recul par rapport aux élections d'il y a 6 ans. Et donc, ça reste quand même, il me semble, j'en suis convaincue, une bonne nouvelle. Mais enfin, le Front National est quand même toujours là et quand même à un niveau quand même assez important. Donc, votre livre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, et vous allez nous raconter évidemment comment est-ce que vous allez nous raconter votre périple, parce que vous avez fait un vrai périple pour l'écrire. Vous revenez en fait sur l'histoire des institutions représentatives de la communauté juive, vous revenez et leurs attitudes, leurs relations vis-à-vis du Front National. Et vous remontez à la création du Front National en 1972 avec donc Jean-Marie Le Pen. Vous reprenez l'histoire pour comprendre comment dès le début, malgré le fait que ce soit un parti, mais clairement issu de l'extrême droite française maurassienne, qui a été pétainiste, vichiste, etc., avec énormément d'anciens collabos et d'anciens pro-nazis dans leurs troupes, hein, dans les années 70. Malgré tout cela, notamment Jean-Marie Le Pen, a eu la préoccupation de se faire admettre par les Juifs de France. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée parce que si aujourd'hui on le sait avec Marine Le Pen, j'ignorais qu'il y avait eu des tentatives dès le début. Et est-ce que, Jonathan, peut-être, vous voulez bien revenir là-dessus, donc, et revenir en fait à un personnage emblématique de l'époque qui est Jean-Claude Stirbois? Oui, tout à fait. C'est vrai que pour nous-mêmes, lorsqu'on a démarré ce travail de recherche, on a voulu remonter l'histoire et donc on s'est penché sur la manière dont les relations entre les institutions juives et l'extrême droite ont pu exister dans les années 70, ou plutôt les non-relations, c'était ce qu'on s'attendait à découvrir le plus fortement possible, ce qui était pour nous une évidence. Mais on a aussi découvert cette chose assez invraisemblable, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, au moment de la création du Front National en 72, a été choisi quelque part parce qu'il était le plus présentable, le plus, entre guillemets, respectable. Parce que contrairement à tous les autres membres fondateurs du Front National, dont vous parliez à l'instant, qui étaient des anciens collaborateurs, même des anciens nazis, puisque certains étaient dans la division Waffen-SS Charlemagne, eh bien, ils ont choisi, plus particulièrement François Duprat, qui était le principal artisan de la création du Front National. Ils ont, tous ces membres fondateurs, choisi Jean-Marie Le Pen parce qu'il était, quelque part, il n'avait pas ce passé trouble, puisqu'il était trop jeune pendant la Seconde Guerre mondiale, et parce qu'il avait été connu comme le plus jeune député de France. En tout cas, il était un visage plus lisse. Donc, ce qui se déroule depuis 2012 avec Marine Le Pen, où on se dit, là, voilà quelqu'un qui a un visage plus présentable, plus dédiabolisé, pour reprendre leurs mots dont Judith d'ailleurs voudra certainement parler à un moment donné, qu'on récuse, eh bien, Jean-Marie Le Pen, c'était la même dynamique au moment de la création du Front National. Et donc, dans les années suivantes, avant les années 80, et plus particulièrement avant 87, et ses déclarations sur les chambres à gaz en détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a disqualifié définitivement de toute relation avec les institutions juives, avant, il a tout de même entamé, essayé d'être en relation, et il a été interviewé par exemple dans Tribune Juive en 84, dans un dossier plutôt complaisant, qui ensuite a été, 2 ans après, Tribune Juive est revenu sur sa position, mais en 84, le dossier était plutôt plaisant. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen dedans raconte qu'il a failli participer à un congrès de parachutistes en Israël auprès de ses amis qu'il avait rencontrés à Suez, enfin qu'il avait rencontrés par le passé, mais finalement, comme il y a un congrès de GFN, il n'a pas été. Et puis, il a également rencontré la communauté juive américaine. Paraît-il d'ailleurs qu'à l'époque, Netanyahou était l'ambassadeur
aux États-Unis, qu'il a même participé à cette rencontre. Ça, c'est une donnée qui n'est pas vérifiée, mais en tout cas, c'était ce qui avait été avancé. Et puis, il avait rencontré aussi une partie de la communauté juive britannique. Mais les institutions juives françaises ont toujours, elles, été très claires, contrairement aux médias juifs. Les institutions juives françaises ont toujours été très claires et n'ont pas accepté de le rencontrer, même avant l'affaire du détail. Et il y avait, c'est vrai, quelques personnalités avant l'ère Marine Le Pen. Vous parliez de Stirbois, qui est donc notamment à Dreux particulièrement, quelques personnalités qui voulaient normaliser les relations avec les institutions juives et qui rencontraient d'ailleurs en interne au Front National, il y avait des moments de conflit. Stirbois était même présenté comme un agent du Mossad ou comme cachant son vrai nom qui devait être Stirnbaum. Donc il y avait même à l'intérieur du FN des luttes sur ce sujet-là. On va dire qu'à partir de 87 et la déclaration du détail, ce débat-là ne pouvait plus exister avec Jean-Marie Le Pen. Il était définitivement disqualifié dans cette stratégie qui donc a été réactivée en 2012 avec Marine Le Pen. Alors, il a été disqualifié dans cette stratégie, mais il n'a pas lâché pour autant sa volonté d'être accepté et de rentrer surtout de devenir un partenaire honorable pour les Juifs, en tous les cas. Et alors, c'est très marrant parce que, enfin, marrant n'est peut-être pas le mot, mais on constate en tous les cas, on constate leur volonté de se faire, d'essayer de passer par les organisations juives américaines. À défaut, je veux dire, on a l'impression qu'ils toquent aux portes, enfin qu'ils essayent vraiment d'enfoncer les portes en France, qu'au niveau institutionnel, alors c'est aussi ça, enfin, vous pouvez nous en dire un mot, je veux dire, à l'époque, dans les années 80, les présidents des grandes institutions juives, le CRIF, le Bnei Brit en France, sont souvent des anciens résistants ou des anciens déportés, des gens qui, évidemment, qui ont été des acteurs de la Shoah, et pour qui il n'y a mais vraiment aucun accord possible, aucune complaisance possible à avoir avec le Front National. Alors qu'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Les points institutionnels, je vous écoute. Alors, d'un point de vue institutionnel, les représentants sont assez clairs pour le coup, parce qu'on les avait interviewés à l'époque et aujourd'hui, on a encore échangé avec eux sur le sujet. Pour le président du CRIF, c'est très clair. D'ailleurs, il a fait une déclaration la semaine dernière. Le président du Bnei Brit aussi, par exemple, le président du Consistoire et le président du Fonds social, pour prendre les 4 grandes institutions. Je ne parle pas de l'Union des étudiants juifs de France, qui elle est très active contre le Front National. Mais par contre, ce qui change très clairement, c'est que justement la semaine dernière, quand le CRIF a sorti son communiqué appelant à faire barrage aux extrêmes, donc bien sûr le Front National et par ailleurs LFI, mais il y a eu des réactions qu'il n'y avait pas eu à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a parmi le public juif aujourd'hui des gens qui, eux, sont plus complaisants, qui vont dire, par exemple, on avait une conférence la semaine dernière, puisque du coup, le sujet revenant très en avant de l'actualité, on est à nouveau sollicité, eh bien, il y a des gens dans le public que j'ai entendu de loin dire « Oh là là, ils diabolisent le Front National quand même ». Alors, je trouve que, vous voyez, là, ce sont des réactions qui sont différentes. On voit ça aussi sur Facebook, les réactions. Il y a des gens qui disent clairement qu'ils ont l'intention de voter pour Marine Le Pen. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ou pas, mais en tout cas, ils s'expriment. Il y a une parole un peu libérée au sein d'une certaine frange de la communauté juive. Je ne dis pas que c'est partout, mais par exemple aussi, elle a été reçue sur I24 pendant une demi-heure par Anna Kavanagh, qui l'a interviewé de manière, je ne peux pas dire que c'est complaisant, mais à la fois pas du tout suffisamment préparée. Donc, elle a pu dérouler ce qu'elle avait à dire et la journaliste n'avait pas vraiment de quoi lui rétorquer. Et dans tous les cas, c'est toujours très compliqué puisque donc elle continue à ne pas être invitée ni dans les dîners du CRIF, ni d'ailleurs dans aucune manifestation. Elle n'est pas non plus invitée à prendre la parole à n'importe quel congrès ou autre colloque. Mais quand elle est interviewée, par exemple, voilà, il y a 24, mais c'est comme ça dans tous les... Et c'est la force, disons qu'à partir du moment où elle est invitée,
Et on s'aperçoit qu'il est très compliqué quand il y a quelqu'un qui est quand votre invité est de mauvaise foi, ou même qu'il ment carrément, de l'étiqueter et de le bloquer. Parce que dans ces cas-là, il y a une espèce de joute verbale qui se met en place et qui ne peut pas exister, vu qu'elle ne sera jamais prête à reconnaître qu'elle a dit quelque chose de faux, que dans un premier temps, parce que par exemple, Patrick Cohen, sur une chaîne nationale, avait essayé. Donc il lui dit ah ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, il a devant lui un papier qui dit que et qui prouve ce qu'il est en train de dire. Elle dit ah non, mais non, c'est faux. Voilà. Bah, vous dites ça, mais moi je dis autre chose. Donc il reprend le sujet une deuxième fois et là elle dit ah bon, bah moi je croyais que j'étais invitée à une interview. Je ne savais pas que j'allais passer dans un tribunal. J'aurais dû prendre mon avocat. Et ça y est, et on passe à autre chose obligatoirement. Donc, il est vrai que c'est compliqué parce qu'inviter Marine Le Pen ou commencer à parler avec elle, c'est nécessairement prendre le risque de la laisser dérouler son discours de propagande dans tous les cas. Et c'est par exemple, prenez simplement hier, au moment de la réaction après les résultats. Bon, tous les représentants ont pris le parti de dénoncer la défection des Français aux urnes. Ok. Bon, mais ça concerne tout le monde. Du coup, elle attaque, puisque la meilleure défense, c'est l'attaque. Et elle parle de Mariani en disant oui, les gens voulaient du renouvellement, du neuf. Ben, on la laisse dérouler. Mariani, comme neuf, franchement, il a été dans un gouvernement quand même. Ça ne peut pas s'appeler du renouvellement. Bon, ben, elle le dit et ça fait force. Elle le dit avec conviction. Et il n'y a personne qui va lui dire, on ne peut pas toutes les 3 minutes, là en l'occurrence évidemment pas, puisqu'on reprenait son discours comme il avait été fait pour les autres représentants. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que la communauté juive jusqu'à présent a choisi délibérément de ne pas l'inviter. Mais il y a des voix parmi justement les juifs, ça ne veut rien dire, hein, les juifs, mais enfin il y a des gens qui viennent et qui disent mais pourquoi vous ne l'invitez pas, ça y est, elle n'est pas antisémite. Comme si, au fond, c'était ça le sujet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait définir. Qu'est-ce que ça voudrait dire c'est un dirigeant d'un parti dans lequel il y a des antisémites qui sont avérés. Quand elle les met à pied, hop, on les voit 3-4 mois après reprendre du service ailleurs. Et il y a très peu de juifs au sein du Parti Front National parce qu'il n'y a pratiquement pas de droit de cité. Enfin, c'est très difficile d'être juif dans le Front National. Ça, c'est sûr. Voilà, par exemple. Alors, est-ce que ce que vous dites est très intéressant? Est-ce que vous avez rencontré des Juifs qui votent Front National? Vous parlez, mais je crois qu'il est décédé maintenant, de quelqu'un d'emblématique qui était Robert Ermedinger, qui avait été chargé par Jean-Marie Le Pen donc de diriger c'était quoi, le comité juif national, c'est ça? Enfin, qui était un groupe. Oui, je vous laisse parler. Oui. Le Cercle national des Français juifs. Oui. Voilà. Le Cercle national des Français juifs, dirigé par René Ermedinger, enfin, il ne devait pas être très, très nombreux là-dedans, et qui était un personnage, mais complètement sulfureux, qui avait l'air d'être un peu dingo, et qui était mis en avant par Jean-Marie Le Pen. Et ce que je veux dire aussi, c'est que d'autres, dont vous racontez aussi l'histoire dans votre livre, effectivement, reconnaissent qu'à un moment donné, ça a été compliqué quand même, hein, en tant que juif. Oui, il est certain que beaucoup de juifs, des quelques juifs ou ceux qui sont identifiés ou présentés comme juifs qui ont eu un parcours au sein du Rassemblement national ont essuyé des insultes antisémites. Ils se défendent, ils se justifient comme ils peuvent, mais c'est le cas. Robert Emerdinger, ce qu'il disait qui était quand même assez terrible, lorsqu'il était interviewé sur mais comment vous pouvez être dans ce parti avec autant de fachos, néo-nazis, etc. Et il répondait oui, mais c'est à force de dire ça dans les médias que finalement ils ont cru qu'on était vraiment comme ça, donc ça les a attirés vers nous. Voilà ce type d'argument où Jacques Besnénou à Marseille, qui est un des élus dans la municipalité FN dans le secteur des quartiers nord, qui justifie sa présence dans la liste de Stéphane Ravier en disant oui, mais bon, on a tous des amis antisémites, c'est comme ça, on a tous des antisémites dans notre entourage. Donc ils essayent de se justifier malgré le fait qu'ils essuient des insultes antisémites. L'exemple le plus spectaculaire, même s'il ne se vit pas comme juif, ses origines juives sont beaucoup mises en avant, c'est Louis Alliot, qui était quand même le numéro 2 du FN, qui est aujourd'hui le maire de Perpignan.
que nous avons rencontrés. Parce que lorsque nous avions voulu rencontrer Marine Le Pen, la réponse de l'attaché de presse de Marine Le Pen, c'était de nous dire bah non, rencontrez Louis Alliot. Comme pour Stéphane Ravier, le maire de Marseille, du secteur frontif de Marseille, non, il n'est pas disponible, mais contactez Jacques Besnénou. Donc à chaque fois, on nous renvoyait vers le juif de service. Et donc Louis Alliot, même si c'est peu connu, a joué ce rôle de juif de service, en tout cas auprès de nous. Et donc lorsque nous l'avons rencontré, il nous a rappelé ses origines juives et que nous connaissions. Et d'ailleurs, nous savions que dans une partie du FN, il était surnommé le séfarade. Et donc, quand on lui dit mais quand même, vous êtes surnommé, alors que vous ne viviez pas comme juif, vous êtes présenté comme juif, et le séfarade avec plein de propos négatifs. Et lui répond mais quoi, séfarade, c'est pas une insulte, je ne peux pas faire de procès. Donc, à chaque fois, il détourne le sujet et il n'y répond pas franchement. Et pour juste terminer sur le Cercle national des Français juifs que vous aviez évoqué, qui donc avait été créé en 86 à défaut de rencontrer les institutions juives, le Front National a créé sa propre organisation juive, qui était une coquille vide, pour venir dénoncer ce qu'eux, ils considéraient comme le vrai antisémitisme. Et à l'époque, c'était l'antisémitisme d'État, de l'antisémitisme soviétique. Une dénonciation légitime, mais une manière pour eux de venir dire « regardez ailleurs » et de dédouaner leur propre antisémite pour pointer le doigt vers d'autres menaces antisémites tout autant réelles et existantes. Et là, en disant il y a un État antisémite, c'est contre lui que nous luttions. Et donc, ce Cercle national des Français juifs de 86 a été réactivé sous l'ère de Marine Le Pen, aussi en disant mais pour lutter contre l'antisémitisme, alors là, c'est l'antisémitisme islamiste, et donc, à chaque fois, pour dédouaner ce qu'ils auraient à travailler en interne et venir pointer le doigt ailleurs et nous demander de regarder l'antisémitisme ailleurs que celui qui existe chez eux. Donc, il y a une évolution dans leur, de toute façon que l'on voit, dans leur obsession de faire entrer dans leur raison, en fait, leur ressort pour faire intégrer les juifs, certains juifs en tous les cas, les convaincre d'adhérer à leur thèse. Et si à l'époque, ils jouaient sur l'antisémitisme d'État de l'URSS, donc aujourd'hui, ils jouent sur surtout le rejet de l'islam, en fait, et la théorie du grand remplacement et le rejet des musulmans, etc. Et ils jouent sur cette crainte-là et il est assez court, enfin, il n'est pas absurde. On voit bien que les juifs qui se laissent convaincre qui sont convaincus en tous les cas par le RN, ça part de la peur, enfin du sentiment de peur, voire du sentiment raciste contre les musulmans. Alors, qu'est-ce que vous avez peut-être, Judith, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a peut-être aussi un travail à faire en interne chez les Juifs sur ce sujet-là, sur cette problématique-là, puisqu'on a tous entendu éventuellement des amis, en tout cas juifs, nous dire qu'ils ont plus peur de l'antisémitisme musulman, qui par ailleurs existe, on ne va pas dire le contraire, que de l'antisémitisme venant d'extrême droite aujourd'hui. Voilà, c'est quand même une articulation compliquée. Alors, Marine Le Pen elle a des propos très incantatoires, très affirmatifs, nous ferons ça, nous disons ça, et nous sommes pour, etc. Donc, elle se présente comme le seul rempart contre l'islamisme en France et contre le terrorisme islamiste, puisque c'est quand même une menace qui existe. Donc, les Juifs se sentent, au moins dans ces instants-là, une cause commune avec Marine Le Pen. Ça. Cette idée qu'un ennemi commun peut nous réunir est très tentant, parce qu'on parle de tentation. Alors oui, il y a une tentation de se dire, et aussi, en fait, c'est comme si ce qui était inquiétant pour les Juifs, c'est-à-dire cette manière très fascisante de présenter les choses, il faut être avec les mots quand même, donc de Marine Le Pen, cette manière de dire, nous on ne va pas se laisser faire, on n'en a rien à faire, s'il faut virer des gens, on les virera, s'il faut... ce côté comme ça très autoritaire qui avait l'air de, quand on avait peur pour nous-mêmes, nous inquiéter, aujourd'hui qu'elle en parle et qu'elle le déclame à l'encontre d'un ennemi qui nous fait peur, eh bien, quelque part, dans cette espèce de transition mauvaise, eh bien, ça pourrait nous rassurer. Voilà, donc, il y a des gens qui disent, de toute manière, à part ça, c'est la seule. Voilà, on a entendu ça souvent. C'est la seule qui dénonce.
Alors non, c'est pas la seule qui dénonce, évidemment, mais c'est la seule qui le dit de manière aussi définitive, avec un air aussi sûr d'elle, alors que bon, bah, jamais vraiment eu le pouvoir. Dans les villes où il y a des maires Front National, il n'y a rien qui se passe de particulier. Ils sont pas contre ils sont contre les musulmans plus ou moins de tous les jours. Enfin, ils ont essayé, par exemple, de virer les commerces de kebab du centre-ville. Bon. Mais ce qu'on entend aussi, c'est que, par exemple, à Arles, il y a un festival et que le festival de théâtre d'Arles, eh bien, aujourd'hui, ils ont repris la main. Donc, la ville a repris la main sur, sur ce qui se La fait, programmation. la programmation, et donc ça va devenir beaucoup plus folklorique, des chants folkloriques, des choses nationalité. Enfin, c'est quelque chose qui va dans un sens qui s'adresse à tous les Français, évidemment, et à leur électorat. Et en passant, il y a cette idée que bon, ben, les Juifs sont français, ils sont meilleurs Français que les Arabes. Et d'ailleurs, il faut entendre ça, parce que nos corréligionnaires, je crois, ne se méfient pas suffisamment, ils n'entendent pas en fait ce qui est dit. Parce que quand on a rencontré certains maires, ils disent bah oui, les Arabes, regardez ce qu'ils font. Et alors on dit mais alors vous n'avez pas de problème avec les Juifs, par exemple. On n'a pas de problème. Ils posent pas de problème, les Juifs, pour l'instant. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un Juif qui pose problème? Donc ça, c'est inquiétant. Ça veut dire que dans tous les cas, les Juifs, les Arabes, c'est pas vraiment des Français. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais vraiment laissé tomber cette idée, puisque l'essentiel de son électorat, c'est pas le petit pourcentage juif dont elle veut s'assurer simplement l'adhésion pour avoir une respectabilité. Mais ce ne sont pas eux qui vont l'aider à se faire élire. Donc son électorat, c'est plutôt les gens qui disent tous ces étrangers, tous ces métèques, et dans tous ces métèques, il y a les Juifs. Et Louis Alliot, quand on l'a rencontré, il nous a fait beaucoup de sourires, nous a parlé de sa mère, dont le père est juif, mais déjà, en fait, son grand-père, donc c'était marié avec une femme catholique pratiquante, sa mère est catholique pratiquante, et lui-même est catholique pratiquant. Mais bon, il ressort ça en me disant « Ah, il faudrait que vous alliez voir Perpignan, ma mère, voilà, le candélabre, les trucs de mon grand-père. » Bon, il nous a raconté toutes sortes d'anecdotes. Tout ça était censé nous mettre en connivence. Bon, puis à la fin, on lui a posé la question, mais alors en ce qui concerne le port de la kippa, et puis l'abattage rituel, et là, il a complètement changé de ton. Donc, il a dit « Ah, bon, là, il va falloir que vous fassiez un effort. » Donc là, il nous dit à nous « Il va falloir que vous fassiez un effort. Parce qu'on ne peut pas permettre aux uns ce qu'on va interdire aux autres. Hein. » Bon. Donc, il y avait vraiment un côté… et là, on ne s'est pas senti très à l'aise, par exemple. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça, effectivement, on ne l'entend pas assez. C'est bien que, que vous le rappeliez. Et vous parlez dans votre livre, vous parlez, parce que donc vous êtes allé voir les villes qui sont dirigées par un élu frontiste ou apparenté, comme à Béziers avec Robert Ménard. Et vous avez rencontré donc les Juifs, les représentants de communautés juives qui habitent dans ces villes-là. Vous parlez de proximité pragmatique. Alors, est-ce que, bon, forcément, je veux dire, quand on dirige la petite communauté juive locale de Fréjus, de Béziers, alors Marseille, c'est un peu à part parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, c'est beaucoup plus important. Et voilà, mais Marseille, vous allez nous en parler un peu plus parce que eux, ils composent vraiment avec, et il y a des juifs donc qui votent FN, qui s'en cachent pas. Mais alors, cette proximité pragmatique, on peut finalement aussi la comprendre au quotidien. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça? Alors, on a été très surpris de se rendre compte que donc, dans certaines villes où le Front National a le pouvoir, et je vais prendre les deux exemples que sont les villes d'Hayange Aussi, oui. et de Fréjus, où la question des deux présidents des communautés juives qui n'ont pas de sympathie particulière pour le Front National, mais qui sont en relation avec eux. Donc, on a voulu comprendre pourquoi, et on a été extrêmement marqués. On avait émis l'hypothèse que c'était par souci pour le devenir des Juifs de la ville, mais paradoxalement, ce n'était pas cela qui les animait, c'était leur préoccupation des Juifs d'hier. En d'autres termes, des cimetières. C'est-à-dire que pour les deux présidents de ces communautés juives, la bonne entente, ou en tout cas l'entente de façade qu'il fallait maintenir avec le nouveau pouvoir local qui était donc aux mains de l'extrême droite, avait pour objectif de préserver les carrés juifs des cimetières, puisque en raison de la laïcité, dans ces villes-là, il y a une sorte de règle non écrite
d'accord tacite de la part de la municipalité, depuis donc des décennies, de permettre qu'il y ait des carrés confessionnels. Mais si la mairie décide que non, elle peut tout à fait y mettre fin. Et donc, c'était on va dire, motivé par ce souci-là qu'il voulait maintenir des relations avec la communauté juive, avec le pouvoir municipal d'extrême droite, que la communauté juive a maintenu ces relations-là. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle par proximité pragmatique, qui aussi se manifeste parfois par des décisions ou par des choix très compliqués pour eux. Par exemple, le maire veut venir, donc je prends l'exemple de Fréjus. Le maire David Rachlin, qui pourtant a un parcours paradoxalement très compliqué, puisqu'il était il est issu d'une famille juive de par son père, par le nom Rachlin, qui d'ailleurs a été en partie victime de la Shoah. Et lui ne se vit pas comme juif. D'ailleurs, il aime dire je ne suis pas juif selon les codes. Et il aime d'ailleurs dire aussi je ne suis pas encore catholique, mais peut-être que je retrouverai la foi à la fin de ma vie comme Charles Maurras. Donc voilà plutôt dans quelle filiation il choisit de s'inscrire. Et par ailleurs, il était soralien, il a invité Soral plusieurs fois à Fréjus. Voilà, donc il a un parcours assez sulfureux. Et donc, pour le président de la communauté juive de Fréjus, s'est posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire lorsque le maire veut venir à la synagogue pour les fêtes juives, pour Kippour, ou s'il veut venir pour la journée nationale d'hommage aux déportés. Et donc, à chaque fois, il compose en disant je l'inviterai là, mais je ne l'inviterai pas là. Ou je l'invite lui, mais jamais, si Le Pen vient dans ma ville, jamais je la recevrai à la synagogue. Bon, finalement, au second tour de la dernière élection présidentielle, il a appelé officiellement et publiquement à voter contre Marine Le Pen. Donc voilà comment il compose. Et voilà ce qu'on a découvert sur le terrain avec des situations, en effet, quand même, malgré tout, dont il faut prendre la mesure de la complexité. Est-ce que vous savez si actuellement il y a une stratégie au niveau national, institutionnel juif, français, pour prendre position, pour s'engager, mais vraiment au niveau stratégique pour répondre en fait à ces problématiques dont se trouvent confrontés les élus communautaires juifs en région ou en municipalité frontiste? Pour l'instant, c'est très minoritaire, c'est vraiment dans des petites villes, ou en tout cas des petites communautés juives. Et même à Marseille, c'est dans un arrondissement de Marseille, donc il n'y a pas de regard vraiment pour l'instant sur les communautés juives et comment faire pour soutenir ou pour avoir une stratégie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les institutions se posent la question de si, dans l'éventualité où Marine Le Pen deviendrait présidente de la République, qu'est-ce qu'il y aurait à faire, hein? Je sais que, par exemple, il y a plusieurs dirigeants qui pensent qu'à partir du moment où elle serait, on ne le souhaite pas, on n'espère pas, évidemment, il faut déjà tout faire pour que ça ne soit pas le cas, mais dans tous les cas, la question c'est, est-ce qu'il faut faire comme dans les communautés juives, c'est-à-dire surveiller et attendre le premier faux pas, ou alors est-ce qu'il faut, dès l'instant où elle serait élue, déclarer qu'on rentre en résistance et qu'on est dans cette forme de rapport de force. Donc ça, je sais que c'est les questions que se posent des dirigeants communautaires nationaux qui, encore une fois, sont tous unanimes à dire que c'est un danger, qu'on aurait tort de le négliger ou de le banaliser. Il y a certaines personnalités juives, je pense par exemple à Gilles William Goldnadel, qui est interviewé d'ailleurs dans le livre, qui lui dit en fait, ça suffit. En fait, il faudrait pouvoir la recevoir au même titre que les autres. Il n'y a pas de raison. Et puis, dans tous les cas, elle n'est pas antisémite. Bon, moi, je crois qu'une bonne fois pour toutes, il faut arrêter avec cette histoire. Elle n'est pas antisémite. Bon, elle n'a pas eu l'occasion de démontrer si elle était antisémite ou pas. Je ne sais même pas si Jean-Marie Le Pen était antisémite. Je sais qu'il a eu des propos antisémites, qu'il était extrêmement dans la provocation et qu'il a laissé dans ses rangs des antisémites s'exprimer et faire ce qu'ils avaient à faire. Il se trouve qu'elle fait pareil.
En fait, elle est peut-être pas plus antisémite que son père, et en tout cas, elle laisse dans les rangs du Front National des antisémites. Il y a en marge des congrès du Front National, encore là, aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quelques mois, enfin, au dernier congrès, le soir, des gens qui se réunissent en chantant des chants néo-nazis et en faisant des saluts hitlériens. Il y a des gens qui, se rendant au congrès, il y a des petites vidéos qui ont circulé parce qu'il y a des étudiants de l'Union des étudiants juifs de France qui se sont mis devant l'entrée du congrès et qui distribuaient des tracts, donc qui disaient « Est-ce que vous savez que ci et là ?» Enfin, rien de fou, hein, qui se sont fait interpellés par des gens donc tranquilles, enfin, des gens qui se rendaient au congrès, ils leur ont dit rentrez chez vous à Tel Aviv, vous croyez que vous allez tous nous avoir parce que vous avez les banques, ça suffit, les médias, enfin tout ce qu'il y a de propos antisémites a été énoncé. Donc, et puis, ils se sont fait repousser manu militari. Ils ne faisaient que, on aurait pu les laisser distribuer leurs flyers. Ce n'était pas le cas. Donc, en fait, ce qui constitue le danger, c'est bien une forme de pouvoir qui est unique et qui n'entend aucune contradiction. Il n'y a pas de contradiction possible. Et ça, on ne le sait pas par un juif, mais nous avons été interviewés à Nice, un député qui s'appelait Olivier Bettati, qui ne trouvait plus trop sa place chez les Républicains, enfin par des jeux de chaises, hein, et qui a été approché par Marion Maréchal Le Pen. Il s'est laissé tenter. Nous, quand on l'a rencontré, il était à ce moment-là au Front National, qui n'était pas encore le Rassemblement national, et avant il était les Républicains, donc c'est vous dire combien il avait de relations avec la communauté juive. Il nous a dit là maintenant, mes amis juifs continuent à venir me voir, mais ils attendent que la nuit tombe. Bon, parce qu'on a parlé un long moment avec lui. Vers la fin, il nous a dit bon, le problème au Front National, puisque lui-même il découvrait en fait, c'est qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant divergent, il n'y a pas le courant plus à droite, le courant plus à gauche. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dehors. Et curieusement, entre le moment où on a fait cette interview et le moment où le bouquin est sorti, bah lui, il était parti. Il n'avait pas trouvé sa place, en fait. Et on se rend bien compte au fur et à mesure que à partir du moment où on n'est pas dans la ligne, il n'y en a qu'une, ça ne marche pas. Donc déjà, pour les juifs, c'est compliqué. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que, par exemple, tous les gens qui ont des propos antisémites ou qui s'inscrivent dans une filiation fasciste, non-nazie, soralienne, ben, eux, on ne les fout pas dehors. On les met à pied, on les reprend. Donc, ça veut dire que la ligne du parti n'est pas en désaccord avec ça. Et je terminerai avec ça. Quand il y a eu le congrès pour renommer le Front National Rassemblement National, Marine Le Pen a fait un discours et elle a dit « Nous sommes fiers de toutes les valeurs qui ont constitué le Front National, nous les continuerons à les perpétrer et nous n'avons aucune honte ni déshonneur de tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. » On ne va pas être plus clair là, en fait. Et vous remarquerez d'ailleurs que quand elle fait des tweets, elle fait très attention, enfin remarque, justement, les gens ne remarquent pas, quand elle dénonce les camps, elle dénonce les camps. C'était horrible les camps, dit-elle. Il n'y a pas le mot juif, il n'y a pas le mot Shoah, jamais. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'on devrait être très attentif. Oui, tout à fait. Vous avez rencontré effectivement plusieurs personnes et vous racontez, ça c'était très intéressant aussi, Gilbert Collard, qui est apparenté Front National, je vous laisse raconter, hein, parce que lors de son grand discours à l'Assemblée nationale pour voter contre, pour un appel à voter contre la reconnaissance de l'État de Palestine, donc avec un vibrant discours très sioniste comme ça. Et en fait, je vous laisse raconter. Ça, c'était, c'est quelque chose que je ne savais pas, enfin que voilà. Et qui est peu connu, autant son discours à l'Assemblée, donc c'était lorsque le Parti socialiste et plus particulièrement à l'époque le député Benoît Hamon avait proposé une loi pour demander à l'Assemblée de reconnaître l'État palestinien. Au moment du vote, Gilbert Collard décide de prendre la parole, demande à prendre la parole et fait un vibrant hommage à Israël, en demandant aux autres députés de ne pas isoler l'État juif par leur vote s'ils appelaient à voter ou s'ils votaient pour la reconnaissance de l'État palestinien, en expliquant tout le bien qu'ils pensent d'Israël. Et au moment du vote, alors que tout laissait entendre que lui, il allait voter contre, au moment du vote, il s'abstient.
et la majorité des députés FN votent pour. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de manière de bomber le torse pour dire quelque chose, et après, au moment du vote, la ligne est moins claire. Et donc Gilbert Collard est vraiment un des maîtres d'œuvre de ce genre de double discours, hein. Par exemple, lorsqu'il va rencontrer la Confédération des Amis Juifs d'Israël, une sorte d'association juive assez marginale, la seule qui a accepté de rencontrer le Front National. Donc Gilbert Collard va à la rencontre. On lui demande, oui, mais quand même, il y a des personnalités. Donc, alors, une des personnes, pour se donner bonne conscience de cette rencontre, lui pose des questions un peu dures sur la présence d'antisémites notoires à l'intérieur du Front National, en les citant, Frédéric Chatillon, Alex Lousteau, etc., en disant, mais quand même, ils sont quand même à des postes importants, parce qu'ils sont salariés ou candidats pour le Front National. Et donc là, Gilbert Collard répond, eh bien moi, je vous mets au défi de me voir à leur présence quelque part. 3 jours avant, les photos existent, il était au congrès du FN assis à côté d'eux. Donc, il y a cette manière où, en fait, la parole n'a pas de poids, n'a pas de valeur, et donc on peut tout dire et son contraire, ce qui permet d'ailleurs au Front National d'être un parti attrape-tout, puisqu'ils ne se sentent redevables de rien et surtout pas de leur parole. Oui, oui, tout à fait. Ça, vous le montrez bien effectivement dans votre livre, et c'est quelque chose qu'on apprend, puisque quand on ne connaît pas le Front National de l'intérieur, comme vous avez, avec tout le travail que vous avez fait, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas. Et je me rappelle très bien de l'histoire, enfin, avec Gilbert Collard. Beaucoup de gens vous trouvaient qu'il avait bien parlé, etc. Il faut voir sur Facebook par un nombre de juifs incroyable. Exactement, exactement. Et on voit, enfin, grâce à votre livre, vraiment, on voit comment tout est beaucoup plus compliqué et se passe, où il y a des doubles discours en permanence, ou dire quelque chose, mais des actions de l'autre, enfin, et faire exactement l'opposé. Enfin, c'est effectivement très, très complexe. Alors, vous avez également rencontré Alain Finkielkraut, et bon, qui était assez ferme dans. Je vous vois sourire tous les deux. Alors, je vous laisse raconter. Je ne sais pas si Judith veut raconter, comme ça, les deux vont parler. Alain Finkielkraut nous a raconté, bon, c'était très, très sympathique, parce qu'il avait eu, lui, un échange avec Jean-Marie Le Pen, puisqu'il y a eu un échange épistolaire. Bon, et sa position est assez claire. Justement, Alain Finkielkraut dit « Je ne pense pas qu'elle soit antisémite ». Voilà, comme ça, moi, c'est réglé. Ça reprend, mais c'est justement là pas pour dire qu'il ne faut pas s'en méfier. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il trouve assez malheureux que finalement, ça serait le seul argument qui ferait qu'un citoyen juif français voterait ou pas pour Marine Le Pen. Parce qu'il dit ensuite, il n'y a aucune des valeurs de ce parti dans lesquelles moi je peux me reconnaître, mais pas non plus en tant que juif. Donc, comment est-ce qu'on pourrait tenter de voter pour ce parti, sans parler, parce que j'ai cité tout à l'heure Gilles William Goldnadel, qui lui aussi nous a dit en fin de compte qu'il ne voterait pas pour le Front National, non pas parce qu'il ne leur parle pas, parce que lui il a des échanges parfois même avec plutôt la nièce que la fille, mais en tout cas, lui nous a dit c'est une politique économique qui ne tient pas, d'ailleurs il n'y a pas de politique économique. Alors je sais pas, ça a l'air d'être un petit peu une fuite, mais voilà, c'est un peu fuyant, mais finalement, Finkielkraut, lui, dit clairement ça ne peut pas être le seul critère qui fasse qu'on va voter ou pas pour un parti, parce qu'il y a tellement de valeurs qu'on ne défend pas en commun que nécessairement, comment ça pourrait servir, comment ça pourrait aller dans notre sens, dans l'après-coup. Et il a certainement pas tort, puisque moi j'ai toujours en tête cette petite musique de Ménard qui disait tant qu'ils font pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc si demain il fallait qu'on se batte pour qu'il y ait un abattage rituel, parce que je pense que ce serait une lutte certainement plus importante que de savoir s'il faut porter la kippa dans la rue, parce que là, bon, on sait qu'il y a des arrangements tout à fait possibles, mais en tout cas, pour ça, s'il fallait se battre, ils iraient au combat, tout d'un coup, on deviendrait très gênant. Alors, si on devient gênant, on ne va pas nous faire de cadeau. Et c'est ça qu'on voit bien que c'est ça. Donc, jusqu'à combien on pourrait évaluer d'avoir un intérêt commun, mais à part ça, moi, ce que je dis aussi, c'est que dans tous les cas, on n'y croit pas qu'elle va, elle, trouver la solution contre le terrorisme islamiste, qu'elle va régler toutes les questions d'immigration, etc., etc. C'est-à-dire, dans tous les cas, là, on parle dans une l'hypothétique possible de se dire « Ah, elle va nous débarrasser d'eux ». Mais est-ce qu'elle va nous débarrasser de l'antisémitisme islamique ? Moi,
j'y crois pas. Et parce que par ailleurs, il y a des accointances, elle a des accointances avec des pays arabes, il y en a qui ont soutenu et payé pour les campagnes de Jean-Marie Le Pen. Donc, elle sait s'arranger, hein, elle aussi, comme tous les hommes politiques, toutes les femmes politiques. Et donc, ils cherchent aussi quand même l'électorat arabe un peu moins, parce qu'ils sont vraiment, leur ligne, c'est de dire, on va vous débarrasser de toute cette engeance. Pas dit exactement de cette manière-là, mais enfin quand même, presque. Mais dans tous les cas, qui dit qu'elle résoudrait les problèmes qu'on a vraiment à cœur et à quel prix, dans tous les cas, mais pourquoi est-ce qu'elle va qu'est-ce qui démontre qu'elle va les régler? Je ne vois pas. Alors très souvent, on vient nous dire, alors quand est-ce que vous allez faire le même bouquin sur je dis ça parce que c'est toujours mis en parallèle, on retrouve cette idée de l'Union soviétique, parce qu'on dit, alors bon, quand est-ce que vous allez faire le même bouquin sur l'extrême gauche? Donc après, expliquer à chaque fois que bon, alors la menace, ostensiblement, là, la menace n'est pas gauche, enfin, ils ne sont pas en train d'arriver au pouvoir peut-être, voilà, mais par contre, moi, je me suis dit qu'il y avait aussi une autre réponse très claire, c'est qu'en fait, l'extrême gauche ne fait aucune tentative de séduction pour les Juifs de France. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, peut-être que les Juifs le regrettent, hein. C'est possible, oui. C'est la question, hein. Voilà, effectivement. Effectivement, d'ailleurs ça, on l'entend beaucoup, hein, ce renvoi à dos aux deux extrêmes, d'extrême droite et extrême gauche, on l'entend beaucoup. Et ça n'est pas la même chose. On peut, de toute façon, enfin, alors, personnellement, je pense, lorsqu'on est juif, on est un peu obligé d'appréhender les choses, les événements avec une perspective historique. On fait partie de l'histoire, et l'histoire de France en particulier, et l'histoire et la perspective historique par rapport à l'extrême droite, elle est mais absolument claire et nette, et quand on est juif, c'est incompréhensible de se ranger en fait derrière les idées de l'extrême droite. Parce que, alors ça aussi, vous l'expliquez, Rassemblement national, le terme Rassemblement national, mais d'où il vient? Je vous laisse le raconter. En voulant faire peau neuve avec ce nouveau nom, c'était une manière pour le grand public, pour Marine Le Pen, de dire regardez, nous changeons, nous avons changé, mais pour son électorat historique, de dire nous n'avons pas changé, puisque Rassemblement national était un nom déjà utilisé par Jean-Marie Le Pen à des élections législatives dans les années 80, où il avait abandonné un temps Front National pour Rassemblement National, et surtout c'était le nom d'un parti de DA, d'un parti ouvertement antisémite au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait également Rassemblement National. Donc à chaque fois il y a ces messages subliminaux, il y a ces doubles messages, ou peut-être même que ce n'était qu'inconscient, mais il n'empêche que voilà le type de passage à l'acte. Et un autre exemple de ces sortes de messages subliminaux, ou de cette manière de jouer sur deux tableaux à la fois, puisqu'on parlait d'Alain Finkielkraut juste avant, et que Florian Philippot est une personnalité qui vous concerne au premier chef. Exact. Alain Finkielkraut nous racontait, alors on l'a appris de l'échange avec Alain Finkielkraut, qui était une fois invité sur un plateau avec Florian Philippot et Manuel Valls. Et au moment du débat entre Florian Philippot et Manuel Valls, c'était quelques mois après que Manuel Valls avait présenté ses vœux à la communauté juive pour Rosh Hashanah au consistoire, et où il avait dit qu'il avait un attachement indéfectible à l'État d'Israël et à l'histoire d'Israël par sa femme. La vidéo, et il avait terminé sa phrase par le terme « quand même ». Et donc la vidéo avait circulé sur Internet, notamment dans la fachosphère, notamment par Dieudonné et Alain Soral, et Valls était surnommé « Monsieur Valls quand même », en référence à attachement à Israël quand même. Et donc il y avait cette blague qui circulait « Monsieur Valls quand même », chez les antisémites. Et lors du débat, Florian Philippot dit à Manuel Valls, mais monsieur, sans lien direct, voilà, il dit cette phrase, Monsieur Valls, il faut être attaché à la France de manière indéfectible, Monsieur Valls quand même. Quelqu'un qui regarde cette émission ne peut pas savoir à quoi il fait référence. Il dit, oui, il a raison, d'ailleurs, sa phrase, oui, il faut être attaché à la France, c'est une évidence, il n'invente rien, quoi, et c'est le cas d'ailleurs de Manuel Valls quand même, mais en faisant ce clin d'œil-là, il venait envoyer un message aux Soraliens, aux partisans de Dieudonné, en disant, on ne vous oublie pas, on compte sur vous, on vous fait un petit clin d'œil, on est avec vous. Et donc, j'étais déjà très étonné de ne pas être au courant de cette affaire-là. Je ne suivais pas et on ne suivait pas assez la fachosphère.
Très étonné aussi que ce soit Alain Finkielkraut qui nous l'apprenne, parce que je ne savais pas qu'il était autant sur Internet. Mais malgré tout, très étonné que ça ne soit pas sorti non plus publiquement. Et on voit bien comment Florian Philippot, qui est considéré comme celui qui est le plus clair sur la question de l'antisémitisme, un gaulliste historique, qui n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, qui a tout fait pour virer Jean-Marie Le Pen du Front National, bah même lui, il est travaillé par cette histoire de l'extrême droite et il est dans une accointance quand même avec les Dieudonné et les Soraliens, etc. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Jonathan Ayoun, et puis merci également beaucoup à Judith Cohen-Solal. Je vais peut-être donner la parole, on ne va pas s'arrêter tout de suite, mais s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, vous ouvrez votre micro ou on vous l'ouvre, vous vous manifestez. Voilà, Martin Sessler. Oui, comme israélien, je voudrais vous poser la question. Est-ce que la politique israélienne du gouvernement qui vient d'achever ses 12 ans, qui était toujours pour la droite, les amis de Netanyahou étaient Bolsonaro, étaient course en Autriche, ça veut dire une certaine sympathie du gouvernement et de la droite israélienne qui était dominante pour la droite européenne malgré l'antisémitisme. Est-ce que ça a eu une influence sur la communauté juive en France? Parce que les Juifs qui s'identifient avec Israël et qui ont dans le gouvernement Netanyahou, la plupart des immigrants de France sont de droite en Israël, et la droite israélienne a beaucoup de sympathie pour la droite mondiale, soit en Amérique, soit en Europe. Ça joue un rôle, ça a influencé les Juifs, disons, de certains cercles, une attitude peut-être pro-Pen, parce que Le Pen, il était anti-arabe et ça joue un très grand rôle, je m'imagine, dans la communauté juive. Bien sûr. Alors, en fait, alors déjà, dans la communauté juive, il est vrai, et certains francophones, alors moi, j'ai suivi pour le bouquin beaucoup de gens sur Facebook, et il y a quelques francophones qui, d'ailleurs même encore aujourd'hui, vous pouvez regarder, qui font des commentaires justement dans le sens de Marine Le Pen, c'est certainement la moins dangereuse, et pourquoi pas Marine Le Pen. Donc oui, en tout cas, ils s'expriment beaucoup à ce sujet-là. Je dois dire que j'étais agréablement surprise de voir que, puisque là c'est un endroit où on peut savoir, à Jérusalem, parmi les Français qui ont voté, il y a eu 5 votes pour Marine Le Pen. Exactement. Et je pense, on n'est même pas sûr là du coup que ça ne soit que des francophones, des juifs francophones. Est-ce qu'il est possible que ça soit du personnel d'ambassade, des expatriés, on ne sait pas. En tout cas, il n'y en a eu que 5. Donc je comprends que finalement, dans le passage à l'acte, il y a quand même plus de gens qui chantent que de gens qui agissent. Ensuite, en France, les Juifs de France ont tendance à dire, même ceux qui sont de droite, à dire non mais Bibi Netanyahou, ça n'a rien à voir avec le Front National. Donc en tout cas, ils ne se réclament pas de la filiation ou de l'adhésion à Bibi Netanyahou pour justifier d'un échange ou d'une préférence pour l'extrême droite. En ce qui concerne par exemple, parce que ça j'ai interrogé et parlé avec des gens, ce qui concerne ce qui s'est passé par exemple en Autriche ou en Hongrie, ce qu'ils disent, c'est qu'il est normal que Bibi Netanyahou soit en lien avec des chefs d'État. Ça ne servirait pas non plus les Juifs. Ça se discute, hein, moi je ne dis pas que c'est ça ma thèse, mais ça ne servirait pas non plus les Juifs qu'ils cessent des relations avec ces gens-là. Ça n'empêche par ailleurs de pouvoir soutenir la communauté juive. Moi je sais que la communauté juive de Hongrie était quelque peu excédée par justement ces accointances de Netanyahou avec les dirigeants. Ouais. Mais ce qu'on peut constater, c'est que tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, il n'y avait pas de sympathie particulière de Bibi Netanyahou avec des gens d'extrême droite, et notamment, il n'a jamais accepté, ni lui, ni aucun membre de son gouvernement, de rencontrer un membre du Front National ou Marine Le Pen elle-même. Ça a toujours été très clair. Voilà, mais... Oui, mais ça, je pense que c'était très clair, parce que le mouvement est à l'inverse de ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est plutôt les Juifs de France, en tout cas les organisations juives de France, qui ont peut-être eu une influence sur le gouvernement de Netanyahou, c'est-à-dire qui ont fait pression pour qu'il n'y ait pas de rencontre avec le Front National, possiblement qui ont cessé de dire « attention, vous nous mettez en danger si vous normalisez vos relations avec ces partis-là », et donc qui ont levé la voix pour que ce ne soit pas le cas. Mais on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir vérifier ça. Merci beaucoup. Merci Martin et merci pour les réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Alors, personne? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question?
Yoav? Gabriel, je voulais juste te féliciter, c'était très, très intéressant. Merci à vous. Et voilà, j'espère qu'on pourra faire quelque chose physiquement à Strasbourg. Ce sera chouette. Et je voulais demander aussi comment on écrit un livre comme ça. C'est quoi le rapport avec la famille Le Pen, en fait? Est-ce qu'il y a un rapport direct par rapport au livre? Est-ce qu'ils ont réagi par rapport à ça? Voilà. Est-ce que vous avez eu des relations avec eux? Oui. Alors, à part avec Louis Alliot, on n'a pas eu de relation. Parce Qui que était à l'époque Il était le mari. le compagnon de Marine Le Pen, puisque quand on a demandé à rencontrer Marine Le Pen, on nous a envoyé Louis Alliot. Et puis, sinon, ils n'ont pas réagi. Je pense que c'est leur politique, dans tous les cas, c'est de ne pas réagir. Par contre, ils sont assez. Marine Le Pen, enfin, comme Jonathan est un ancien président de l'UEJF, dans tous les cas, elle a une forte hostilité par rapport à l'UEJF. Elle en parle parfois même dans ses congrès. Et donc, de manière. D'ailleurs, il y a un passage assez où elle parle de Hetzel à la place de Herzl. Enfin, elle dit les étudiants juifs feraient mieux d'aller s'occuper de je ne sais pas quoi. Enfin, elle est très agressive avec ça. Donc, dans tous les cas, elle savait. Et dans tous les cas, il y a des endroits, je pense qu'en voyant le nom de Jonathan Ayung, ils ne nous ont pas reçus, ils n'ont pas voulu nous rencontrer. D'accord. Oui, à plusieurs endroits, notamment à Fréjus, mais surtout, ils ont eu comme mot d'ordre général, alors qu'ils réagissent sur tout et rien, au moment de la sortie du livre, ils ont été très disciplinés. Personne n'a réagi. Ils se sont dit, dans tous les cas, il fallait mieux ne rien dire pour ne pas donner d'écho à ce travail-là. Donc, zéro réaction. Oui, d'accord. Et les autres réactions publiques, vous avez? Oui, alors on a. Hors de la communauté juive, on peut dire. Hors de la communauté juive, déjà, il y a beaucoup de gens qui étaient à la fois surpris par l'histoire, mais comme ce que disait Gabriel au début, par l'histoire de ces non-relations, en tout cas de ces tentatives qui remontaient à Jean-Marie Le Pen. Et en dehors de la communauté juive, c'est vrai que les endroits où on a pu présenter le livre, dans des librairies ou dans des salons du livre, il y avait quelque chose, et notamment aussi à l'Assemblée nationale, il y avait une réaction, on va dire, de soulagement de la manière dont les institutions juives tiennent bon, comme si c'était un des derniers remparts face au phénomène de banalisation, puisque la banalisation a été très très forte, au point même qu'au second tour, il y a eu le débat entre Marine Le Pen et Macron. Bon, finalement, heureusement qu'il y a eu, parce que ça a joué un rôle clé, mais ce n'était pas le cas avant entre Jean-Marie Le Pen et Chirac. Et donc, les institutions juives sont un peu considérées comme ceux qui ne participent à aucun phénomène de banalisation. Et donc ça, c'est ce qu'on a eu comme principal retour. Et en second, et je serai très court, je reviens à la question de l'extrême gauche, parce que c'est vrai que ça nous est beaucoup dit. Ah, mais pourquoi vous faites un travail sur l'extrême droite et vous ne parlez pas de l'extrême gauche, des menaces de l'extrême gauche? Et ça, c'est assez marquant et assez interpellant, parce que moi, qui ai eu l'occasion, et Judith également, de parler ailleurs de l'antisémitisme d'extrême gauche, de l'antisémitisme islamiste, lorsqu'on en parle, personne ne vient nous dire « Ah, mais vous ne parlez pas de l'antisémitisme d'extrême droite ». Comme si à chaque fois qu'on parle de l'antisémitisme d'extrême droite, on doit se justifier de ne pas être obsédé par ça, ou de ne pas avoir que ça comme en ligne de mire, ou de croire que c'est la seule menace. Et ça, je pense que c'est une des problématiques qui est vraiment dont on hérite du discours qui a été notamment porté par l'extrême droite, de dire « Mais le danger est ailleurs, le danger est ailleurs, arrêtez de nous regarder ». Ah oui, donc vous pensez que ça, c'est en fait rendre service forcément à l'extrême droite que de faire, de biaiser, enfin de retourner le regard pointé vers l'extrême gauche, quoi, vers l'antisémitisme. Je crois qu'à chaque fois qu'on parle de l'extrême droite, on a le droit de parler de l'extrême droite sans avoir besoin au même moment de parler de l'extrême gauche. Comme si, quelque part, ça serait même se justifier de parler du danger RN en disant « Mais attendez, il y a aussi d'autres problèmes, on ne les oublie pas ». En fait, il y a aussi cette question, puisqu'on voit que le communiqué du CRIF, par exemple, s'exprime. Il y avait eu, en 2017, il y avait plusieurs organisations juives qui avaient dit le FN ne passera pas par moi, donc c'était clair, et il n'y avait pas d'allusion à quoi que ce soit d'extrême gauche. Aujourd'hui, dans le communiqué, on appelle à se méfier et à considérer comme un danger les extrêmes, le Front National et la LFI, comme si il fallait absolument se justifier de ça pour ne pas être traité de gaucho. Et ça, c'est évidemment
une démarche de la propagande de Marine Le Pen, c'est-à-dire de l'extrême droite, dans tous les cas. À partir du moment où on pointe du doigt, où on critique quelque chose, où on dénonce quelque chose, on est des ennemis, on est obsédé pour leur nuire. Et ça, quelque part, ça marche. Ça veut dire qu'on est renvoyé systématiquement aujourd'hui si vous ne faites pas la preuve que vous luttez aussi contre l'antisémitisme d'extrême gauche. Bon, bah alors c'est que vous êtes un gaucho. Oui, c'est que vous êtes partisan. Voilà. Et donc, à partir du moment où on est un gaucho partisan, bah, ça met un doute sur ce qu'on dit. Et c'est pour ça que cette question de la diabolisation, ce mot dédiabolisation, il est terrible. Parce que ça aurait voulu dire, quand elle est arrivée en disant qu'il fallait dédiaboliser, ça voulait dire auparavant que ce qu'on dénonçait dans le Front National, c'était de la diabolisation. Et non pas remettre les choses à leur place. Et ça, c'est important. Ça veut dire que dès qu'on dit quelque chose qui va à l'encontre du Front National, on les diabolise. Mais en fait, on sait ce que ça veut dire. Est-ce qu'on diabolise, c'est le point Godwin, est-ce qu'on diabolise les nazis, ou est-ce que, ça je dis c'est le point Godwin, ou est-ce que quand on dénonce des faits qui sont vraiment à dénoncer, on veut juste rétablir la vérité. Et à partir du moment où on traite ça de diabolisation, donc dès qu'on rentre dans le système de dédiabolisation, vous remarquez que dans tous les journaux, on parle de « elle a réussi, elle n'a pas réussi », la dédiabolisation. Mais ça voudrait dire donc qu'auparavant, on l'a diabolisé. Et ça, c'est quelque chose qui a dénoncé. Parce que par contre, le Front National et tous ces partis d'extrême droite diabolisent des populations. On a diabolisé les Juifs, on a diabolisé, ensuite ils ont diabolisé les Arabes, les immigrés d'ailleurs, on n'a même pas dit les Arabes. Diaboliser, on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire on va donner une image du diable. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen s'en amusait beaucoup, lui il en jouait en plus. Oui, tout à fait. Voilà, lui il disait je suis le diable qui sort de sa boîte, etc. Bon, ça on avait compris qu'en fait il jouait à être le diable, mais il jouait lui à être le diable. Il disait pas on me diabolise. Hein, c'est pas la même chose. Alors que donc il y a un inversement, c'est quelque chose quand même d'assez pervers, on peut remarquer, il y a une inversion d'un phénomène et d'un processus que eux mettent à l'œuvre pour le dénoncer chez l'autre dont il serait victime. Mais ça, on connaît bien ça pourtant, puisque aujourd'hui on sait qu'en France, on ne peut pas dire qu'on est antisémite. Alors avant la guerre, on pouvait se déclarer antisémite, on pouvait faire un journal antisémite. Maintenant, c'est pas le cas. Donc en fait, je pense que ça vous est arrivé à tous. Dès que vous voyez que les gens ont des propos, enfin, dès que ça déborde, au moins on se retient, ou alors on dit carrément non mais ça va pas. Et les gens disent quoi, vous m'accusez à moi d'antisémite, mais c'est scandaleux, je vais vous poursuivre en diffamation. Vous voyez, donc les gens il faut se mettre à la place de la victime. Être diabolisé, c'est être la victime. Et la grande technique de Marine Le Pen, c'est de s'être mise, elle, à la place de la victime. Elle a même eu un narratif, comme aiment à dire les Américains, qui tendait à dire, regardez, si vous croyez que c'était facile d'être la fille de Jean-Marie Le Pen à l'école, hein, eh ben non, c'était pas facile. Donc elle a voulu se mettre en position de victime de son père, de victime de tous les gens qui dénoncent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et donc, on est déjà rentré, on s'est déjà laissé prendre en fait quand on arrive à parler de dédiabolisation. C'est pour ça que moi, je n'aime pas utiliser ce mot-là, parce qu'on rentre déjà. Et ça ne m'étonne pas que finalement, parce que moi, j'ai trouvé que la boucle était bouclée. Quand on est dans une conférence, et c'était en l'occurrence un public juif, il y a deux personnes qui parlent à voix basse et qui disent, oui, quand même, ils diabolisent un peu le Front National. Hein. Bon, là, voilà. Effectivement. Alors, merci. Laurent Kutkovitz, tu veux intervenir? Oui, je veux bien, si je peux poser une question. Je crois que c'était en 2012, pour les élections présidentielles de 2012, il manquait une signature pour valider la candidature de Marine Le Pen, si je me rappelle bien. Et si je me rappelle bien aussi, cette signature est venue par un élu de la République basé en Israël, un juif qui avait fait son alia et qui était également élu. Et c'est lui qui avait permis la validation de la candidature de Marine Le Pen. C'est quelqu'un qui est décédé actuellement, mais voilà, je voulais savoir si vous aviez une information par rapport à cet événement. Est-ce que vous avez pu, lors de vos enquêtes, est-ce que vous avez pu, je sais pas, avoir peut-être une explication sous-jacente à ce qui s'est passé? Enfin,
bon, il leur faut peut-être pas une explication sous-jacente, mais On va répondre, et très rapidement, très brièvement, parce que nous n'avons pas eu accès à cette information-là, et pourtant dans notre travail d'enquête, de recherche, j'ai rien vu là-dessus, et Judith non plus. Donc c'est peut-être le cas, mais enfin nous, on peut ni confirmer, ni éclairer ce phénomène-là. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il lui manquait qu'une seule signature, j'ai l'impression qu'elle en avait plus. Mais voilà, à un moment est apparu, alors peut-être qu'elle en a eu finalement plus après, mais à un moment est apparu, il y a eu des titres dans les journaux, dans la presse francophone israélienne, et pas que israélienne, pas que francophone d'ailleurs, où on disait c'est un élu de la République juif en Israël, mais qui est également élu de la République, qui a donné sa 500e signature à Marine Le Pen. Il y avait une photo, on voyait la personne fournir la signature. Il y avait eu quelques réactions. Si ça vous intéresse, je peux essayer par Gabriel Rosner, essayer de vous envoyer les éléments qu'il y avait. On connaît cet événement et on est passé à côté. Non, on n'en avait pas l'info. Très bien. Si Gabriel veut bien se faire l'intermédiaire, oui, je passerai les infos. Pas de problème, ok. Écoutez, merci beaucoup. Là, il est 15h presque 10, donc je crois qu'on va rendre l'antenne façon de parler, le Zoom. Voilà. Dernière question pour le prochain projet. Vous avez ensemble encore quelque chose? Alors là, déjà, on a ce dont je parlais au début, c'est-à-dire l'histoire de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours, la série documentaire pour Arte pour la rentrée prochaine. D'accord. Un sacré morceau. Donc ça, c'est notre gros projet qui va être aussi en livre. Donc là, on travaille sur sa novélisation. Donc ça, ça demande beaucoup de travail. Et est-ce qu'on a un autre projet dont tu veux parler? C'est déjà pas mal. Non, et on est en train de terminer un roman graphique. C'est une biographie de Joseph Kessel. Ah oui. Super. Super. D'accord. En roman graphique. En contact. En roman graphique, tout à fait. Oui, alors on reste en contact. Donc, si tout va bien, si Dieu veut, si le coronavirus le veut, etc., le Salon du livre de la Bizzo aura lieu le 5 décembre et donc vous êtes déjà invités. Voilà. Je le dis devant témoin, donc vous aurez le droit de me le rappeler. Merci pour cet échange et cette invitation. Très sympathique. Gabriel, merci pour l'idée de cette interview aussi. C'était super. Merci. Oui, merci Jonathan et Judith Cohen, Solal. Et puis je remercie, même si finalement c'est la Strasbourg Connexion, parce que donc je vous ai écouté, je cite mes sources sur Academ, et c'est grâce à Ruben Honigman de Academ, qui est originaire de Strasbourg, que j'ai pu rentrer en contact avec vous. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, on le trouve, La main du diable, qui est vraiment un document très intéressant et qui est une sorte de grand reportage et sur l'histoire du Front National et comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. C'est très intéressant et très riche d'enseignements. Voilà. Merci à tous. Merci de vous être connectés. Merci évidemment à Yoav Rossano d'être là et d'assurer chaque fois le Zoom Patrimoine et Culture. Et à très bientôt. Et voilà, je vous dis au revoir. au revoir à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.